Mardi 3 janvier 2019, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette édition franc et sincère. C'est en ces termes que le secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs du transport routier qualifie les pourparlers ayant eu lieu ce jour même avec le gouvernement. Les échos des échanges pour vous dans cette édition. Bienvenue une fois de plus à ce journal-là. C'est une bouffée d'oxygène pour le régime de Roch-Marc Christian Kaboré. La Fédération nationale des acteurs du transport routier vient de suspendre son mot d'ordre de grève et d'augmentation sur les tickets de transport commun. L'annonce a été faite ce matin par le secrétaire général de la Fédération à l'issue des échanges entamés ce matin même avec le gouvernement. Bonaventure Kéré est au micro de Jonas Satondé et de Odette Zwanguina. Nous pensons que cette fois-ci, les discussions étaient franches et sincères et nous avons vu que le gouvernement était dans de bonnes dispositions. C'était un cri de cœur parce que ce n'était pas de gaieté de cœur que des investisseurs arrêtent de travailler parce que quand ils arrêtent, ils perdent de l'argent, il faut le dire dans un français facile. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le faisait. Donc nous avons trouvé que le gouvernement était dans de bonnes dispositions. Nous avons discuté sincèrement et franchement. Nous avons fait de grandes avancées comme on vous le dit. Nous réservons la primeur à notre base et nous vous reviendrons dans bientôt. Et le gouvernement de Paul Kabatieba de s'engager à entamer avec les transporteurs une série d'actions afin de résolver certains points de discorde dont essentiellement le cas de la panoplie des dodanes sur les routes. Et pour cela, le ministre en charge des transports, Vincent Dabilgou, compte sur le concours de tous les acteurs pour relever ce défi. Il est au micro de Jonas Tondé et de Odette Zwanguina. Nous, Burkinabés, nous sommes très mobiles et ces transporteurs que vous voyez jouent un rôle important dans la situation de notre économie, dans le développement économique tout court. Donc ce que nous avons fait ce matin, c'est que nous avons revu un peu les engagements que le gouvernement a eu à prendre il y a cela peut-être 1 mois et demi. Et nous avons reconnu que sur certains points, il y a eu en tout cas beaucoup d'avancées. Mais sur d'autres, le gouvernement doit faire des efforts. Et eux aussi doivent faire des efforts. Et c'est dans ce cas-là que nous avions dit que bon, nous leur avons demandé de faire en sorte que nous puissions rentrer dans la dimension que le président du Faso a lancée lorsqu'il a fait son vœu à la nation. Parce que nous pensons que ces transporteurs doivent jouer un rôle important dans la vision que en tout cas, le gouvernement a tracée. Alors, nous sommes aujourd'hui rendus à une situation où ils vont observer en tout cas un arrêt de ce qu'ils avaient pris comme engagement par rapport à la grève. Mais aussi, ils sont engagés à rester à faire en sorte que les prix que nous avons été ensemble restent les mêmes prix pour le ticket de transport sur l'ensemble du territoire. Je crois que c'est une nette avancée et nous allons continuer à échanger avec eux. Et la semaine prochaine, nous nous reverrons pour évaluer ensemble la situation et continuer le dialogue avec les transporteurs. Monsieur le ministre, il a fallu cette rencontre, il a fallu ce mot d'ordre de grève de la fédération pour que vous puissiez les rencontrer. Qu'est-ce qui a valu cela? Non, nous sommes dans une démarche, dans un processus où on se rencontre permanemment. Mais voyez-vous que lorsque nous avons connu notre pays l'augmentation du prix des hydrocarbures, c'est normal que les exploitants, ceux qui utilisent au quotidien le carburant, et dans le sens de pouvoir rendre disponibles les produits, notamment le service de transport, que lorsqu'ils ont des problèmes, qu'ils reprennent là le gouvernement pour pouvoir nous dire ce qu'ils ressentent et la situation économique qu'ils vivent. Et ce que nous avons fait ce matin, c'est une situation de dialogue permanent, de concertation permanente. Et je pense que nous devons féliciter cette façon de voir la gouvernance dans notre pays, dans le secteur des transports. Nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous alors que les résultats des élections présidentielles en République démocratique du Congo sont attendus courant cette semaine. Les différents candidats ont eu un entretien avec l'envoyé spécial de l'Union africaine. Le compte-rendu du dialogue dans cet élément. Comment
Alors que les résultats de la présidentielle se font toujours attendre en République démocratique du Congo, les candidats ou leurs représentants se sont assis à la même table 3 jours après le vote, autour de l'envoyé spécial de l'Union africaine. Nous les avons mis devant leurs responsabilités et nous avons dit l'Afrique a les regards braqués sur vous. Faites en sorte que nous ne soyons pas dessus. Nous nous sommes rencontrés, c'est déjà bon. Quand vous voyez Fayoulou à côté de Tshisekedi, à côté des représentants de Chadari, c'est une très bonne chose, puisqu'après tout, nous sommes tous des Congolais. Un dialogue entre adversaires alors que le scrutin s'est déroulé dans un contexte particulier. Kinshasa a refusé toute mission d'observation occidentale ou de l'ONU. Le rapport de l'Union africaine a fait état d'irrégularités pendant le scrutin. Dysfonctionnement de machines à voter, suppression de bureaux de vote, disponibilité tardive des listes et des PV de dépouillement. Initialement prévu dimanche, l'annonce des résultats devrait être encore retardée. Dans l'attente, le signal de la radio RFI très écouté en RDC a été coupé. Pareil pour Internet et les réseaux sociaux pour éviter un soulèvement populaire d'après les autorités. Une décision qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité au sein même de la majorité. L'opposition y voit une illustration de la tricherie. Et au Pérou, des manifestants dénoncent la corruption. Pendant ce temps, le président du pays se rend au Congrès afin de proposer un projet de loi qui devrait déclarer l'état d'urgence pour le ministère public. Je veux un pays sans corruption. Ils étaient quelques milliers à manifester à Lima ce mercredi pour dénoncer la corruption qui ronge ce pays d'Amérique du Sud. Nous en avons marre de ce pays plein de corruption. C'est le moment pour les gens de manifester et c'est pour cela que je suis ici. Un moment décisif puisque cette même journée, le président du Pérou se rendait au Congrès pour proposer un projet de loi. Son objectif, déclarer l'état d'urgence pour le ministère public. Ce projet de loi modifie la loi organique du ministère public, le décret législatif numéro 52, et déclare l'état d'urgence pour le ministère public. Un premier pas afin d'évincer le procureur général à l'origine de cette vague de colère. Ce lundi, Pedro González Chavarri destituait de procureur en charge d'une enquête sur l'affaire de corruption Odebrecht. Odebrecht, du nom de ce groupe de BTP brésilien qui a soudoyé dans toute l'Amérique latine les dirigeants politiques en échange de contrats entre 2005 et 2014. Au Pérou, 4 anciens présidents seraient concernés par les investigations. Pressé par l'opinion publique, le procureur général a finalement annulé ses mises à l'écart. Mais malgré ce revirement, l'indignation ne faiblit pas. De nouvelles manifestations devraient avoir lieu ce jeudi. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump ne compte pas renoncer à sa politique migratoire face au Mexique. Il maintient sa décision de construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donald Trump ne compte pas renoncer au mur à la frontière mexicaine. Le président américain a réuni son cabinet ce mercredi au 12e jour du shutdown. Mais face à l'impasse budgétaire, le locataire de la Maison-Blanche a assuré qu'il ne céderait pas et que le blocage partiel de l'administration pourrait durer. Il accuse les démocrates de ne pas vouloir financer la sécurité aux frontières et doit recevoir les représentants parlementaires des deux camps. Donald Trump réclame toujours plus de 5 milliards de dollars pour ériger ce mur, alors que le nouveau Congrès doit être mis en place ce jeudi et que les démocrates domineront désormais la Chambre basse. Sur le continent asiatique, la Chine a réussi son premier hallucinage d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Une face cachée montagneuse accidentée parsemée de cratères contrairement à la face visible qui présente de nombreuses surfaces plates. La Chine a réussi jeudi le premier alunissage d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Aucune sonde ni aucun module n'y avait encore été posé. Cette face cachée est montagneuse, accidentée, parsemée de cratères, alors que la face visible offre de nombreuses surfaces planes pour se poser. L'engin chinois a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite Keikaio en orbite autour de la Lune. Il aura pour mission d'étudier les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates et d'autres plantes. C'est la deuxième fois que la Chine envoie un engin explorer la surface lunaire après le Yutu en 2013, qui est resté actif pendant 31 mois.
Et puis un mot de sport avant de refermer cette édition. Jérémy Chardy dans le dernier carré du premier tournoi de la saison ATP. Le Français s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Brisbane en Australie. Il a réussi à se défaire du Japonais Yasutaka Uchiyama en 3-7. Le tricolore numéro 40 mondial s'impose 6-4, 3-6, 7-6. Il affrontera le vainqueur du match entre le Bulgare Grigor Dimitrov et un autre japonais, Kei Nishikori. Un autre français, Jo-Wilfried Tsonga, est lui toujours en course en Australie. Il défiera vendredi l'Australien de Minor en quart de finale. Voilà, c'est sur ces notes de sport que nous mettons fin à cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Binkwega. Demeurez bénis en Christ.